Chers amis, pour cette journée du marin, l'on m'a demandé de parler de l'esprit d'équipage avec un thème qui est emblématique pour parler de cet esprit d'équipage, c'est la campagne des Indes du bailli de Suffren entre 1781 et 1784. Alors pourquoi cette campagne est spécialement intéressante pour parler de l'esprit d'équipage? Eh bien tout simplement déjà parce qu'elle dure 3 ans. 3 ans pendant lesquels évidemment les matelots et officiers engagés dans cette campagne ne reverront pas leur famille, s'inquiéteront, c'est la guerre avec l'Angleterre. Donc c'est une épreuve très forte. Une épreuve très forte aussi pour les nerfs des gens qui vont devoir cohabiter dans des circonstances extrêmement difficiles comme nous allons le voir. Pour évoquer cette campagne des Indes, je procéderai en 3 temps. D'abord, je reviendrai sur l'état de la marine française avant la campagne des Indes. C'est une marine qui a connu un déclin prononcé depuis le règne de Louis XIV, mais qui est en cours de renouveau. Dans une deuxième partie, j'évoquerai le début de la campagne des Indes, le moment où précisément l'esprit d'équipage n'est pas encore au rendez-vous, parce que les gens ne se connaissent pas assez, parce qu'il y a des tensions sociales et politiques au sein de la marine, et c'est un facteur d'échec. Et enfin, dans la troisième partie, j'essaierai de montrer comment l'esprit d'équipage qui a finalement réussi à se mettre en place a été le facteur décisif, ou du moins l'un des facteurs décisifs de la victoire remportée à la fin de la campagne. Donc première partie, déclin et renouveau. La marine française a été la première marine du monde vers le milieu du règne de Louis XIV. Elle a eu, dans les années 1680, plus de navires que la Royal Navy. Comme vous le voyez sur la diapo, elle a culminé à 120 vaisseaux de ligne à peu près, alors que les Britanniques n'en avaient que 100 en 1689. Et puis, après la mort de Louis XIV, on diminue drastiquement le budget de la marine, parce que les guerres de Louis XIV ont laissé une ardoise terrible, et on se retrouve dans les années 1740 avec une marine française qui est tombée à 50 vaisseaux de ligne, alors que les Britanniques en ont plus du double. Et évidemment, c'est l'un des facteurs qui explique la série de défaites que la marine française va enregistrer d'abord dans la guerre de 7 ans, au cours des années 1740, puis, dans la guerre de succession d'Autriche au cours des années 1740, puis dans la guerre de 7 ans au cours des années 1750 et début des années 1760. Et ça va très mal se finir, puisque une des conséquences, c'est la perte de l'Inde et du Canada au traité de Paris de 1763. Alors, bien évidemment, ce déclin de la marine française, les Britanniques en ont profité, et ils l'ont aggravé même au début, avant même le début de la guerre de 7 ans, par une série de rafles opérées en pleine paix, donc dans l'Atlantique Nord, par l'amiral Boscawen, entre autres. Plus de 300 bâtiments français vont être pris par surprise. Ce sont pour la plupart des bâtiments marchands, mais la marine marchande, c'est la réserve de la marine royale, c'est-à-dire qu'en période de guerre, on passe une partie des équipages de la marine marchande à bord des vaisseaux de guerre, et donc, en arrêtant ainsi 300 navires marchands français, eh bien, la Royal Navy décapite la marine française avant même le début officiel de la guerre de 7 ans. Je reprécise tout cela parce qu'évidemment, les gens qui vont faire la campagne de l'Inde 30 ans plus tard ont été formés dans cette période-là. Cette période particulièrement tragique pour la marine française. Alors, la marine française, parmi ses déboires de l'époque, on peut citer, hélas on peut en citer beaucoup, mais on peut citer la bataille de Lagos en août 1759, au cours de laquelle une escadre française de 12 vaisseaux de ligne, commandée par monsieur de Laclus-Sabran, s'engage contre les Anglais qui sont en nombre supérieur, il y a 16 vaisseaux de ligne, et en fait, sur les 12 vaisseaux de monsieur de Laclus-Sabran, seuls 7 prennent part à l'action, car les autres n'ont pas compris les signaux ou n'ont pas voulu comprendre les signaux. En tout cas, ils ne se sont pas engagés. Et le résultat, 2 bâtiments sont perdus, 3 sont capturés. Un autre désastre très important survenu la même année, qui a été une des pires années de la marine française, à la fin de l'année, le 20 novembre 1759, c'est le désastre des Cardinaux, une escadre française qui est sortie de Brest, qui compte 21 vaisseaux, et poursuivie par 23 vaisseaux britanniques. Elle se réfugie en baie de Quiberon, un endroit où il est difficile d'évoluer pour des vaisseaux, et beaucoup de ces vaisseaux vont être perdus, 7 en tout. 2 d'entre eux ne sont pas perdus du fait de l'action de combat des Anglais, mais tout simplement parce que les équipages sont mal formés et qu'ils oublient de fermer les sabords des batteries basses lorsque la mer grossit, donc les bateaux embarquent de l'eau et coulent. Donc, gros problème de formation à cette époque-là, et le problème de formation est lié au fait que comme on n'a pas accordé de crédit à la marine, et qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux, il y a peu de sorties à la mer aussi, et les équipages sont mal formés. Mais à la suite de ces désastres de la guerre de 7 ans et de la perte de l'Inde et du Canada,
s'engage une réflexion sur le renouveau nécessaire de la marine française. On retrouve des crédits pour créer des bâtiments, mais on s'interroge aussi sur la formation, évidemment, des officiers et la formation des équipages. Et cela m'oblige à évoquer un petit peu la sociologie, on peut dire, de la marine française à cette époque-là. Et comme vous le voyez sur la diapositive, il y a déjà, au niveau des officiers, 3 filières principales. Il y a les officiers rouges, les officiers bleus et les officiers maltais. Les officiers rouges, ce sont des gens qui sont issus de l'aristocratie et qui font l'école navale de l'époque, qui s'appelle à l'époque en fait les gardes marines ou les gardes de la marine. Les officiers bleus, ce sont des gens qui peuvent être nobles ou qui peuvent être non nobles, c'est indifférent, mais qui sortent de la marine du commerce. Ce sont plutôt des réservistes, des gens qu'on appelle dans la marine de guerre lorsqu'il y a une nécessité, mais qui en temps ordinaire appartiennent à la marine de commerce. Et évidemment, il y a une forte tension sociale entre les rouges et les bleus. D'une part parce que les rouges sont de meilleure noblesse généralement que les bleus, puisque parmi les bleus, il y a des gens qui ne sont pas nobles, hein. Et d'autre part parce qu'il y a une différence de formation. La formation des rouges est une formation très théorique. Aux gardes marines, il y a des années d'études où on fait des mathématiques, de la géométrie, etc. Mais au fond, dans cette période-là, beaucoup d'entre eux ont peu navigué puisqu'il y avait peu de bateaux. Alors que la marine de commerce navigue toute l'année. Et donc, les bleus qui sont moins bien formés et qui sont socialement considérés comme inférieurs, en réalité sont souvent de meilleurs marins parce qu'ils ont plus de pratique. Donc, tension très forte à ce niveau-là. Et puis, il y a les Maltais. Alors, les Maltais, ce sont des rouges, ce sont des gens qui appartiennent à l'aristocratie, qui sont passés généralement par les gardes marines, mais qui en plus sont chevaliers de l'ordre de Malte. Cette confrérie issue des croisades internationale, il y avait des gens de toute l'Europe catholique qui servent à Malte, et qui donc est un État autonome dont la vocation est de protéger la navigation chrétienne contre les Turcs et les barbaresques. Or, comme la guerre ne s'arrête jamais vraiment entre les Turcs et les barbaresques, entre les chrétiens, les Turcs et les barbaresques, eh bien, les Maltais également ont beaucoup plus de pratiques que les autres officiers de la marine royale. Donc, un officier de la marine royale, lorsque la marine royale n'est pas en guerre, il s'entraîne pas. Un officier de Malte, de l'ordre de Malte, quand la marine royale n'est pas en guerre, il rejoint l'ordre de Malte et il reprend son service de patrouille à Malte. Il a donc beaucoup plus de pratiques. Donc, les Maltais, si vous voulez, ils appartiennent au même monde du point de vue sociologique que les officiers rouges normaux, mais ils ont un profil plus proche des officiers bleus par le fait qu'ils ont plus de pratiques. Et tous ces gens-là se détestent les uns les autres, pour aller vite. Si on prend maintenant au niveau des équipages, la distinction, cette fois-ci, n'est plus sociologique, elle est géographique, et on peut même dire à l'époque ethnique. À savoir qu'il y a une marine du Ponant, à Brest, et une marine du Levant, à Toulon. Et quand je dis différence ethnique, c'est tout simplement qu'à l'époque, ces matelots, ponantais ou levantins, ne parlent pas la même langue. La plupart des matelots du Ponant sont des Bretons et ne parlent que le breton. Et la plupart des matelots de Toulon, du Levant, sont des Provençaux ou des Languedociens et ne parlent que le provençal ou une autre variété de la Languedoc. Donc ils ne peuvent pas se comprendre en opération. Ce qui oblige à faire des équipages au niveau des matelots entièrement ponantais ou entièrement levantins. Quand on arrive au niveau de la mestrance, des officiers mariniers, là les gens sont bilingues, ils parlent leur dialecte, leur langue d'origine, plus le français. Et quant aux officiers, évidemment, ils parlent tous le français, mais ils parlent aussi leur langue d'origine. Car en règle générale, à la naissance, ils ont été placés en nourrice chez une femme du peuple qui ne connaît pas le français. Et donc, l'officier breton, sa première langue, c'est le breton, et sa deuxième langue, c'est le français. Et l'officier provençal, sa première langue, c'est le provençal, sa deuxième langue, c'est le français. Évidemment, on peut croiser les paramètres, c'est-à-dire que les officiers eux-mêmes, comme je vous le disais, ont une coloration ethnique. Et on va éviter de mettre un commandant breton avec un équipage provençal, parce que si le commandant breton donne les ordres en français, il ne sera pas compris. S'il les donne en breton, il sera encore moins compris. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir un officier breton avec un équipage breton, ou un officier provençal ou languedocien avec un équipage provençal ou languedocien, même si, encore une fois, la mestrance peut faire l'interface entre les officiers et l'équipage. Donc vous voyez que c'est une marine qui est clivée, hein, et par conséquent qui peut connaître des problèmes dans l'esprit d'équipage. À cette période qui suit la défaite de 1763, deux ministres réformateurs vont s'affirmer. D'abord Choiseul et ensuite Bourgeois de Boyne.
Alors, l'un et l'autre sont convaincus qu'il faut réformer la formation des officiers, qui ont déçu pendant la guerre de 7 ans. Choiseul veut que les études des gardes marines soient plus sérieuses. D'autre part, il réaffirme l'impératif du combat en ligne, c'est-à-dire que chaque navire de combat suive le navire précédent jusqu'à celui de l'amiral pour qu'on ait une certaine unité au combat qui avait complètement fait défaut dans les catastrophes navales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bourgeois de Boisne lui va encore plus loin puisque lui va carrément prendre les élèves des gardes marines et les disséminer, les disperser dans les ports de commerce, c'est-à-dire qu'il veut rapprocher les rouges des bleus, il veut rapprocher la marine de guerre de la marine de commerce, parce que la marine de commerce a plus de pratique, et qu'il est partisan d'une formation beaucoup plus empirique, alors que jusque-là, la formation des gardes marines était trop théorique. Bon. Ces réformes ne sont pas poussées jusqu'au bout, mais elles impulsent un mouvement, et dans ce mouvement, il y a un homme qui va émerger, c'est Suffren, qui n'est pas encore le bailli de Suffren, puisqu'il le deviendra pendant la campagne des Indes. Alors, pourquoi Suffren ? Eh bien, d'abord, c'est un officier qui a attiré l'attention sur lui, entre autres, pendant le début de la guerre d'Amérique. Donc, il était dans l'escadre de l'amiral d'Estaing devant les côtes américaines et il s'est illustré par son mordant. D'autre part, il a un profil sociologique qui intéresse beaucoup les réformateurs de la marine. Parce que, d'une certaine manière, c'est à la fois un rouge, un bleu et un maltais. Et c'est un réformateur convaincu. C'est un rouge parce que c'est un homme qui est issu de la bonne aristocratie provençale. Son père était premier consul d'Aix, c'est-à-dire maire d'Aix, et également marquis de Saint-Tropez. Et il a fait les gardes marines, donc il a un cursus normal d'officier rouge issu de l'aristocratie. Mais sa mère n'était pas noble de naissance. Son grand-père maternel s'appelait Bruni, c'était le plus grand armateur marseillais, il vendait du savon de Marseille dans toute la Méditerranée, et par conséquent, il est devenu noble parce qu'il a acheté une particule, mais il était à l'origine roturier. Et par son grand-père, par conséquent, Suffren appartient au monde des Bleus, c'est-à-dire au monde de la marine marchande qu'il connaît très bien. Il s'est toujours intéressé au commerce maritime, il a des connaissances étendues sur la question, et c'est un partisan d'une formation résolument empirique avec le plus de navigation possible. Enfin, Suffren a été placé comme frère chevalier de l'ordre de Malte dès son enfance par ses parents, il a donc beaucoup navigué, combattu les barbaresques, donc il a cette formation typique de l'ordre de Malte. Et autrement dit, il a le profil type du réformateur, celui qui va pouvoir chambouler les clans, les chapelles qui existent dans la marine et essayer de créer du lien dans ces mondes, entre ces mondes qui s'ignorent largement. Un autre point très intéressant, lorsqu'on se penche sur l'histoire de Suffren, c'est son enfance. Son père, je vous l'ai dit, était marquis de Saint-Tropez, et les premières expériences maritimes de Suffren dans l'enfance, dans l'adolescence, ça a été d'aller tout simplement à la pêche avec les pêcheurs tropéziens. Et donc, il a grandi littéralement, lui qui est un aristocrate, avec les enfants du peuple. Et cette pêche tropézienne, c'était la pêche à la madrague, des filets qu'on tendait pour emprisonner les thons, et ça se finissait toujours par de véritables combats entre les hommes et les thons, qui s'apparentaient finalement à quelque chose comme un abordage. C'était extrêmement violent. Donc, c'est un homme qui est proche du peuple, c'est un cogneur, et c'est un homme qui va avoir tout de suite une popularité considérable auprès des équipages, alors qu'il a au contraire tendance à très mal s'entendre avec ses officiers, parce qu'il a un caractère de cochon, mais il va avoir un contact immédiat avec les équipages, entre autres choses, parce qu'il a grandi avec les pêcheurs de Saint-Tropez. C'est par ailleurs, comme on le voit sur cette diapo, un marin polyvalent, puisque lorsqu'il est sorti des gardes marines, il a servi sur de grandes unités de la marine royale, des vaisseaux, des frégates, mais comme maltais, il a aussi servi sur des petites embarcations, shebeg et galères. Cette formation est intéressante parce que elle lui donne une ouverture sur des types d'opérations extrêmement différents. Le vaisseau, c'est là pour la bataille, le combat de ligne contre d'autres vaisseaux, pour la grande bataille navale. La frégate et a fortiori le shebeg ou la galère, c'est plutôt fait pour des opérations corsaires, voire pour des opérations commando, puisque une des caractéristiques de la galère, c'est qu'elle a un très faible tirant d'eau, qu'elle a un fond plat, qu'elle peut s'échouer partout, et donc pour les coups de main à la terre, c'est un bâtiment idéal. Et Suffren, au fond, il est polyvalent parce qu'il a cette culture du grand bâtiment, et puis cette culture du petit bâtiment, et je voudrais insister par rapport au thème de l'esprit d'équipage sur le fait qu'évidemment, vous le savez tous, le type de rapport hiérarchique n'est pas du tout le même sur une grande unité et sur une petite unité.
Plus l'unité est petite, plus évidemment les gens vivent les uns sur les autres, et plus l'esprit d'équipage est facile à développer. Plus elle est grande, plus il y a des compartiments qui séparent les gens, plus il est difficile à cultiver. Alors, ce que je dis devrait être tempéré sur un point, néanmoins, c'est que cette double formation de Suffren, grandes unités, petites unités, lui a été quand même préjudiciable sur un point. C'est que les petites unités l'ont habitué à un commandement très individualiste. C'est quelqu'un qui décide dans l'instant, qui n'explique pas ses intentions, qui n'en fait qu'à sa tête, plus fait pour l'action commando au fond que pour l'action d'ensemble, et on verra dans la campagne des Indes que ça lui a posé initialement d'assez gros problèmes. En mars 1781, alors que Suffren, après avoir opéré en Amérique sous le commandement de l'amiral d'Estaing et rentré à Brest, on lui confie une mission, qui est sa première grande mission autonome, qui consiste d'abord à amener un convoi de troupes au cap de Bonne-Espérance. Alors, vous remarquez que la route n'est pas une route très intuitive pour nous, parce que c'est une route qui dépend évidemment du régime des vents. Hein, et évidemment, les bateaux de l'époque sont des voiliers. Bon. Donc, il doit aller au cap de Bonne-Espérance pour amener des troupes françaises. En effet, la lutte a repris dans l'océan Indien à l'occasion de la guerre d'Amérique entre les Français et les Anglais. Le gros des Indes est contrôlé par les Anglais. Ce sont les étoiles rouges que vous voyez sur la carte. Les grands ports de l'Inde sont contrôlés par les Anglais. Mais il y a les ports indiqués en jaune sur la carte, qui sont des ports hollandais. Or, la Hollande s'est alliée avec la France. Et donc, l'idée, c'est d'aller au secours des Hollandais pour, non pas pour reconquérir l'Inde, car à Versailles, on sait très bien qu'on n'en a pas les moyens, mais pour fixer un maximum de bâtiments de la Royal Navy dans l'océan Indien, pour éviter que ces bâtiments, évidemment, ne passent sur le théâtre principal, c'est-à-dire le théâtre nord-américain. Donc, Suffren, il doit d'abord convoyer des troupes au cap de Bonne-Espérance. Parce qu'à cette époque-là, évidemment, le canal de Suez n'existe pas. Donc, lorsqu'on veut aller dans l'océan Indien, on est obligé de faire le tour de l'Afrique et de passer par le cap. Si les Anglais s'emparent du cap, s'ils prennent le cap aux Hollandais, évidemment, la guerre sera perdue dans l'océan Indien, puisqu'il n'y aura plus aucun relais entre l'Europe et l'océan Indien aux mains des coalisés, c'est-à-dire des Hollandais et des Français. Après avoir débarqué ce corps expéditionnaire au cap de Bonne-Espérance, Suffren doit rallier l'île de France, c'est-à-dire l'actuelle île Maurice, qui est la dernière base encore française dans l'océan Indien, vous voyez l'étoile bleue, et là, se mettre aux ordres de la personne qui commande l'escadre de l'océan Indien, le comte d'Étienne d'Orves, donc un ancêtre du grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, et à partir de là, la division Suffren plus l'escadre d'Orves, eh bien, iront en Inde et soutiendront les Hollandais contre les Anglais. Donc voilà la mission. Voyons maintenant l'escadre qui va lui être donnée. C'est une petite escadre, 5 vaisseaux. Il avait aussi une corvette, mais je ne l'ai pas comprise dans la diapo. Et sur ces 5 vaisseaux, on peut dire qu'il y a 2 vaisseaux à équipage et cadre ponantais et 3 levantins. Donc Suffren, je vais revenir sur son équipage après, il est provençal. Il a sous ses ordres un autre provençal, Forbin, qui est un de ses cousins éloignés, de meilleure famille que lui d'ailleurs dans l'aristocratie provençale. Un autre, je ne sais plus s'il était provençal ou languedocien, Cardaillac. Et puis 2 Bretons, Trémigon et Duchilot. Donc une petite division mixte du point de vue de sa composition, si vous voulez, ethnique. Un petit coup d'œil, ça vaut le coup, au bateau de Suffren, le Héros. Alors là, ça illustre ce que je vous disais, on est purement entre gens de Languedoc. Suffren, le chef. J'ai mis 4 personnes de son état-major immédiat, mais en réalité on pourrait en mettre d'autres. Ils sont tous provençaux, y compris celui qui s'appelle Reuter, ce qui est un peu contre-intuitif. C'est tout simplement un Hollandais qui est passé, un descendant de Hollandais passé au service de la France, mais il est né à Toulon, il a fait les gardes marines à Toulon, donc c'est un provençal d'adoption. Moissac, provençal. Pierre Vert, c'est le propre neveu du bailli de Suffren, enfin de Suffren qui d'ailleurs n'est pas encore bailli. Et puis monsieur de Raousset-Bourbon, grande famille de l'aristocratie aixoise également. Je voudrais qu'on parle aussi de la Mestrance. Quand on regarde la Mestrance, non seulement ce sont tous des Provençaux ou des Languedociens, mais, chose intéressante, l'amiral Monac, dans sa belle biographie de Suffren, l'a bien montré, ce sont des gens qui en sont à leur deuxième ou troisième embarquement avec Suffren. Et Suffren a obtenu une chose qu'on n'accordait qu'au chef qui était bien en cours,
C'est-à-dire, il a obtenu, lorsqu'il a embarqué sur le Hérault, de récupérer la totalité de l'équipage qu'il avait sur son précédent embarquement. Il ne voulait se battre qu'avec les gens qu'il connaissait bien. Donc l'esprit d'équipage ici, c'était aller très loin, puisque les chefs auxquels on faisait crédit et auxquels on donnait une mission importante, eh bien on leur accordait de faire permuter leur équipage sur le nouveau bateau, ce qui coûtait de l'argent, parce qu'il fallait évidemment beaucoup de travail administratif pour passer un équipage entier d'un bateau sur l'autre. Voilà donc comment commence cette campagne des Indes. Dans une deuxième partie, je vais vous montrer que pendant les 17 premiers mois de la campagne des Indes, soit plus de la moitié de la campagne des Indes, ou à peu près la moitié, l'esprit d'équipage, soit n'a pas été au rendez-vous, soit alors il a été au rendez-vous au mauvais sens du terme, c'est-à-dire équipage contre équipage, bateau contre bateau. Et que ça a été évidemment un gros facteur d'échec. Alors, la campagne donc commence à Brest, les 5 vaisseaux de la division Suffren appareillent, à la fin du mois de mars, et puis au bout de quelques semaines de mer, il y a un bateau qui a une avarie, qui doit faire une relâche aux îles du Cap-Vert, et donc Suffren déporte quelque peu sa division, on s'approche des îles du Cap-Vert, et le premier des bateaux qui arrive au port de La Praia, donc port portugais, et le Portugal est neutre dans cette guerre, voit des voiles de navires de guerre, et se rend compte, en fait, qu'une escadre anglaise mouille dans le port de La Praia. Et évidemment, Suffren, qui est un homme intelligent, comprend que c'est l'escadre anglaise qui va attaquer le cap de Bonne-Espérance et qu'il est chargé de doubler le plus vite possible pour emmener les troupes protéger le cap de Bonne-Espérance. Et là, Suffren va avoir quelques minutes pour prendre sa décision et il décide d'attaquer. Il décide de se précipiter dans la baie de la Praia même, au milieu des bateaux anglais qui sont au mouillage, pour en détruire ou en tout cas en endommager un maximum. Le gros problème, c'est que Suffren n'est pas compris de ses officiers. Et seuls 2 bateaux vont rentrer en plein milieu des ennemis, c'est-à-dire le sien, celui de Suffren, qui sera toujours au premier rang des combats dans toutes les 5 batailles qu'il a menées en Inde, et un autre bateau. Les autres ne comprennent pas. Est-ce que Suffren a mal expliqué, il a eu peu de temps pour décider, est-ce qu'il a mal expliqué ses ordres? Il les a certainement mal expliqués, puisque le seul bateau qui le suit dans la rade de la Praia n'a pas fait son branle-bas de combat. Et donc Suffren arrive, jette l'ancre et se met à canonner des 2 côtés les bateaux anglais. Et puis le bateau qui est derrière lui, il jette l'ancre aussi, mais comme il n'a pas fait son branle-bas de combat, il va s'écouler plusieurs minutes avant qu'il puisse ouvrir le feu, plusieurs minutes pendant lesquelles d'ailleurs son commandant est tué. Et puis les autres bâtiments de l'escadre, ils n'ont pas compris, et comme vous le voyez sur la diapo, eh bien, ils rentrent tard dans la rade, ou ils n'y rentrent pas, et ils rentrent trop loin de Suffren, et finalement, ils vont réussir à extraire le bâtiment de Suffren qui a beaucoup souffert. C'est une affaire qui est un demi-échec tactique. C'est pas un échec complet parce que les Anglais ne sortent pas pour suivre Suffren, donc ils ont été sonnés par son assaut, ça incontestablement, mais par contre, il y a eu beaucoup de pertes, sans doute plus de pertes que celles que Suffren a infligées aux Anglais. Donc là, on voit qu'au fond, il y a un esprit d'équipage sur le bateau de Suffren, incontestablement, puisque le bateau de Suffren, les matelots ont bien compris la Mestrance a bien compris, tout le monde y est allé. Par contre, il n'y a pas d'esprit d'escadre, ou pas d'esprit de division. Donc l'esprit d'équipage, à quel niveau on le conçoit? Un bâtiment ou tout un groupe de bâtiments? Il y a un esprit d'équipage sur le bateau de Suffren, il n'y a pas encore d'esprit d'équipage ou de division dans la division Suffren. Alors, Suffren se retire de la bataille de la Praia, convaincu d'avoir subi une défaite. Ce qui n'est pas bon pour, évidemment, le moral de sa division et par conséquent pas bon pour l'esprit d'équipage, si on veut, et l'esprit de division. Et c'est longtemps après, c'est le 20 juin 1781, donc 2 mois après, lorsqu'il va arriver au cap de Bonne-Espérance, qu'il va comprendre qu'en fait, ce demi-échec tactique est une grande victoire stratégique. Parce que lorsqu'il arrive au cap de Bonne-Espérance, le 20 juin 1781, eh bien, l'escadre anglaise n'est pas là. Elle n'est pas là parce qu'elle a été tellement sonnée par son attaque à la Praia qu'elle a mis plusieurs jours avant de réappareiller, et donc ça lui a permis de la coiffer au poteau. Lui, il ne le savait pas, il pouvait légitimement supposer que les Anglais avaient appareillé tout de suite après lui, et qu'avec les fortunes de mer, les 2 escadres s'étaient croisées sans se voir, et que les Anglais étaient arrivés premiers. Pas du tout, il arrive premier, donc il sauve le cap de Bonne-Espérance, et donc il sauve toute la suite de la campagne, puisque si les Anglais avaient pris le cap, évidemment, on ne pouvait plus entrer en océan Indien. Donc voilà comment le demi-échec tactique a débouché en fait sur une victoire stratégique. Alors, compte tenu du fait que 2 des capitaines ont été tués, le capitaine qui suivait Suffren à la Praia immédiatement a été tué, puis un autre qui a tenté de rentrer un peu plus tard s'est fait tuer également, il y a eu remaniement
Ce remaniement a abouti à la promotion d'un autre occitan, je crois que c'est un languedocien plutôt qu'un provençal, Morard de Galles, mais pour le coup, c'est pas du favoritisme ethnique, c'est tout simplement qu'il était second sur le bateau dont le commandant a été tué. Ça homogénéise peut-être l'escadre du point de vue ethnique, mais c'est pas un choix, disons, délibéré de Suffren. L'étape suivante, c'est l'escale donc à l'île de France, l'actuelle île Maurice, où Suffren arrive le 24 octobre et d'où il va repartir le 7 décembre, mais lorsqu'il repart, il n'est plus le chef de division, car il a été amalgamé avec une escadre, qui est celle donc du comte d'Étienne d'Orves, qui se trouvait déjà à l'île de France. Et donc, voici à quoi ressemble l'escadre de M. d'Étienne d'Orves en décembre 1781. Elle est beaucoup plus panachée du point de vue ethnique et aussi du point de vue sociologique, puisqu'on voit quelques officiers bleus qui commandent des vaisseaux, alors que normalement les vaisseaux étaient plutôt réservés aux officiers rouges, mais là on voit Lapallière et Bouvet. D'autre part, beaucoup plus de Bretons, Poitevins, etc., disons de Ponantais, donc ça change beaucoup les choses, et aussi beaucoup plus de bâtiments légers, puisque vous voyez qu'il y a une dizaine de vaisseaux de ligne, et puis il y a quand même 7 corvettes et frégates. Parmi lesquels, d'ailleurs, il y a un certain monsieur Massé que je n'ai pas identifié, donc je ne sais pas s'il est le Ponantais, Levantin, officier rouge, officier bleu, je ne sais pas. J'ai souligné les noms également des gens de l'escadre d'Étienne d'Orves, pour me faire apparaître tout de suite cette différence entre deux groupes qu'il va falloir amalgamer, la division Suffren, la division d'Étienne d'Orves. Évidemment, ce ne sera pas simple. D'ailleurs, si vous comparez cette diapo avec celle que j'ai montrée tout à l'heure, on se rend compte que 2 officiers de Suffren ont été rétrogradés. Morard de Galles et Pas de Beaulieu ont été rétrogradés. On leur a donné des corvettes ou des frégates pour confier leurs vaisseaux, auxquels ils avaient été promus parce que les commandants avaient été tués, à des bonshommes qui viennent de l'escadre d'Étienne d'Orves. Donc, vous comprenez bien que ça a pu induire des petites tensions dans cette escadre nouvellement créée. Donc, l'étape suivante, c'est la route vers la côte de Coromandel, c'est-à-dire la côte sud-est de l'Inde, où il s'agit d'aider les Hollandais à tenir face aux Anglais, et si possible aussi à passer alliance avec un sultan local, le sultan de Mysore, qui est anti-anglais et qui est prêt, semble-t-il, à relayer l'effort de guerre franco-hollandais. Encore une fois, je le précise bien, j'y insiste, le but du jeu n'est pas de virer les Anglais de l'Inde, on y a renoncé, il est juste de les fixer le plus longtemps possible pour éviter que leurs bâtiments n'aille renforcer l'escadre qui se trouve dans les eaux américaines. Alors, le comte d'Étienne d'Orves va avoir le bon goût de mourir peu avant l'arrivée de son escadre sur la côte indienne, ce qui fait que Suffren prend le commandement de l'ensemble, et ce qui va lui poser un petit problème, c'est qu'il n'a jamais commandé une escadre aussi ample, et donc son esprit individualiste, plutôt l'esprit d'un chevalier de Malte habitué à faire des coups de main avec quelques chébecs et quelques galères, va être pris un petit peu en défaut par ce commandement très ample, d'autant plus qu'il y a eu la capture d'un navire de guerre anglais, et que donc il se retrouve maintenant à avoir 12 vaisseaux et 7 frégates et corvettes à commander. Lorsque Suffren arrive devant les côtes de l'Inde, son premier souci, c'est de mettre à terre des troupes pour capturer un port. Parce qu'en fait, à cette époque-là, il y a donc quelques bases hollandaises disséminées, mais pas assez. Et donc, il a impérativement besoin de se donner un port à terre. Il doit donc débarquer sa flotte. Évidemment, les Anglais, qui ont une escadre sur place, vont essayer de l'en empêcher. Et il va y avoir une première bataille à Sadras, devant la côte du Coromandel. Dans cette bataille, Suffren a la supériorité numérique. Il aligne 12 vaisseaux de ligne, les Anglais n'en ont que 9. Et la doctrine officielle dans ce type de configuration, comme vous le voyez sur la diapo à gauche, c'est que le chef d'escadre, qui est en surnombre par rapport à l'adversaire, aligne ses bâtiments, bâtiment pour bâtiment, bord à bord avec ceux de l'adversaire, et puis ceux qu'il a en surplus, il va les envoyer doubler la queue de l'escadre adverse pour prendre entre deux feux les navires de l'adversaire. Alors, il faut se rappeler que les navires du XVIIIe siècle, ils sont très difficiles à démolir, ils ont un bordé de chaîne de 30 cm extrêmement costaud, et les boulets pleins, non explosifs, peuvent y faire des trous, mais rarement anéantir la coque. Et donc, ce qu'on cherche, c'est pas tellement à couler les navires, c'est plutôt rare, c'est plutôt à les paralyser, à les démater. Et bien évidemment, si on concentre le feu des deux côtés, on a plus de chances d'y arriver, et on attaque la queue parce qu'il est plus difficile
à l'escadre de faire demi-tour pour venir en aide à la queue attaquée, alors que si on attaquait la tête de l'escadre adverse, évidemment, les navires suivants arriveraient tout de suite à la rescousse. Ce schéma classique, Suffren ne va pas l'appliquer. Il veut un schéma plus ambitieux, dans lequel il va envoyer 6 vaisseaux à droite et 6 vaisseaux à gauche de la ligne britannique, de manière à pouvoir concentrer le feu de 2 vaisseaux sur 6 vaisseaux britanniques simultanément, donc d'en détruire la majeure partie, ou d'en paralyser la majeure partie avant que la tête puisse se retourner. Mais de nouveau, il semble que Suffren n'a pas expliqué son intention à ses capitaines, qu'il ne l'a pas expliqué assez clairement en tout cas, et l'amiral Monac, dans la biographie qu'il lui a consacrée, montre d'ailleurs que quand on regarde le journal de bord, on se rend compte qu'il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a jamais de moment où Suffren a prévu des plages d'entraînement en commun. Il avait sans doute une excuse, c'est que dans cette affaire de l'Inde, c'était une course de vitesse. Il fallait toujours arriver avant l'adversaire, et donc il privilégiait la vitesse plutôt que l'entraînement. Mais bien évidemment, le résultat, c'est que ces chefs de pavillon comprennent mal ce qu'il veut, et que dans la bataille de Sadras, le 17 février 1782, seuls 2 de ces navires vont réussir à doubler la queue de l'escadre adverse. D'autre part, seuls 7 des vaisseaux de Suffren sur 12 combattent. Donc on sent déjà qu'il y a soit des incompréhensions très fortes, soit de la mauvaise volonté très forte, et vraisemblablement les deux. Cette bataille est décevante au plan tactique, néanmoins au plan stratégique elle est importante, parce que Suffren reste, entre guillemets, maître du terrain, ce qui va lui permettre de débarquer les troupes qui l'escortaient, et ces troupes vont sécuriser un port français, Gondelour, enfin un port à la côte qui va devenir un port français, une base opérationnelle, Gondelour, qui n'est pas une très bonne base, parce que c'est une côte ouverte, sans rade, mais enfin ça vaut quand même mieux que rien. Une autre bataille aura lieu dans les mêmes parages en avril 1782, cette fois-ci, Suffren a opté pour une attaque plus classique, où il se présente perpendiculairement à l'adversaire et où ses bâtiments doivent redresser à proximité de l'adversaire pour avoir une bataille parallèle classique. Mais de nouveau, il est mal compris, mal suivi. Seuls 5 de ces 12 vaisseaux s'engagent à fond. Et puis après, il y a une bourrasque qui jette la pagaille dans les 2 escadres et qui met fin au combat. Donc, de nouveau, un combat décevant. On remarque que Suffren est toujours premier au combat, son vaisseau, le Héros, est au cœur des 5 vaisseaux engagés au contact de l'ennemi, mais il est mal obéi, mal suivi par ses capitaines. Même chose avec la bataille de Negapatam en juillet 1782, là aussi schéma d'engagement classique, puis la bourrasque qui intervient, qui brouille tout, et c'est une bataille qui est marquée par un incident grave, c'est que l'un des vaisseaux français, le Sévère, à un moment, amène le pavillon, se rend aux Anglais. Ce vaisseau est commandé par un breton, d'une part, de l'escadre de M. d'Orve, enfin de l'ancienne escadre de M. d'Orve, M. de Sillard, donc, qui est un officier rouge. Il amène le pavillon, et à ce moment-là, 2 officiers bleus qui sont embarqués à son bord, qui sont lieutenants de vaisseau, se précipitent, refusent la reddition, et reprennent le pavillon et le refixent au mât, alors qu'il y a déjà une équipe de prise anglaise qui est en train de monter à bord. Et donc, après la bataille, les Anglais envoient un parlementaire à bord du vaisseau de Suffren en lui disant « Écoutez, il y a eu une irrégularité, il y a un bateau qui s'est rendu, on a envoyé une équipe de prise, au dernier moment, il y a des gens qui ont refusé de le rendre, donc c'est illégal, rendez-le nous. » Suffren, évidemment, refuse, mais ça avère une crise très grave entre lui et certains des équipages d'Orve, doublée d'une crise sociologique, puisque c'est un officier rouge qui a rendu le vaisseau, et ce sont des officiers bleus qui l'ont en quelque sorte sauvé. Alors, Suffren va procéder à une purge en juillet 1782, juste après cette bataille. Il dégage Sillard, celui qui a rendu son bâtiment. Morville, autre breton de l'équipage de l'ancienne escadre d'Étienne d'Orve. Bouvet, un officier bleu également breton. Et il dégage Forbin, ce qui n'est pas rien parce que Forbin, 1, c'est son cousin, et 2, les Forbins, c'est la haute aristocratie provençale, alors que les Suffrens sont de la moyenne aristocratie. Donc c'est vraiment un acte politiquement qui est très fort, et qui montre d'ailleurs qu'il ne sanctionne pas dans l'affaire que des Bretons. En fait, c'est pas tellement l'aspect ethnique qui compte, c'est plutôt les gens d'Orve, voilà, parce qu'on voit que sur 4 virés, il y en a 4 qui viennent de l'escadre d'Orve. Et ils sont remplacés par un autre Morville dont je ne sais rien, donc je ne sais pas s'il est parent avec le premier ou si c'est une autre famille. Et puis, on voit que parmi les promus, il y a certes un Provençal,
mais il y a 2 Bretons, et que les 3 promus viennent de l'escadre d'Orve, ce qui prouve bien aussi que c'est d'abord les questions de personnes, hein, que apparemment Suffren n'a pas une hostilité de principe à l'ensemble des gens hérités de l'escadre précédente. Hein. Alors, dans cette période-là, il va y avoir quelques succès qui vont sans doute contribuer à consolider ou à construire un esprit d'équipage, parce qu'on a besoin de succès pour un esprit d'équipage, bien sûr. C'est d'une part la rencontre entre Suffren et le sultan de Mysore, Hyder Ali, qui accepte donc de faire cause commune avec la France et d'aider militairement et logistiquement l'escadre française. Alors, ça fait évidemment, c'est du baume au cœur des marins, parce que c'est une escadre qui opère très très loin de la première base française digne de ce nom, qui est l'île de France, l'île Maurice, hein, et donc qui, du point de vue logistique, est dans un état de fragilité considérable. Donc le fait d'avoir une alliance à la côte avec un sultan, c'est la garantie de ravitaillement, c'est la garantie aussi qu'on va pouvoir défendre la mauvaise rade base qu'on a conquise, Gondelour, puisqu'il y aura les troupes du sultan qui vont y participer. Hein. Donc ça a certainement mis du baume au cœur des équipages. Et puis, dans la foulée, Suffren va descendre sur la côte de Ceylan et s'emparer d'une base anglaise, qui pour le coup est une bonne base parce qu'il y a une rade, Trincomalee. Hein. Et là, on voit l'homme des coups de main, l'homme formé à l'école maltaise, puisque en fait, en 3 jours, il débarque, il monte un siège express et il boucle la pièce. Il commande à terre, hein, donc il est polyvalent, c'est un homme qui fait de l'action amphibie en l'occurrence, et il prend Trincomalee. Donc il a amélioré substantiellement sa situation logistique, hein, certainement au bénéfice de ses équipages. Mais immédiatement, les Anglais envoient leur escadre pour essayer de reprendre Trincomalee, et là, ça va être la pire bataille, puisque 3 navires seulement de Suffren vont être engagés. Ils vont concentrer le feu de la totalité de l'escadre anglaise. Hein. Le croquis que vous voyez ici, c'est un croquis qui vient du propre livre de bord de Suffren. Donc il est soit de sa plume, soit de la plume de son chef de pavillon. Hein. Peu importe. En tout cas, on voit que ça a été une bataille terrible, avec 25% de tués et blessés sur les vaisseaux engagés. Hein. Et évidemment, Suffren, foudrage de ne pas avoir été soutenu, hein, de s'être battu seul avec 3 vaisseaux seulement contre la totalité de l'escadre anglaise. En fait, même des gens qui ont été favorables à Suffren parmi ses équipages, j'en reparlerai après, ont estimé que les accusations qu'il a portées contre plusieurs de ses capitaines étaient injustes, et qu'en fait, cette bataille a été mal engagée par lui, parce qu'il était trop impulsif, parce qu'il n'expliquait pas assez ses ordres, donc il semble porter une responsabilité très grande. Néanmoins, on ne peut nier qu'il y avait un très mauvais esprit depuis le début dans toute son escadre, depuis en fait l'époque de la relâche à l'île de France. Et c'est pourquoi il va procéder à une nouvelle purge, ou plus exactement, il va faire en sorte que 4 officiers démissionnent. Hein. Parmi ces 4 officiers, vous voyez, de nouveau, on ne peut pas dire qu'ils cherchent à faire la peau des Bretons, ça n'a pas de sens, puisqu'en fait, il y a parmi les démissionnés 2 Bretons et 2 Provençaux, ou en tout cas languedociens. Hein. Mais par contre, on observe toujours une majorité de gens qui viennent de l'ancienne escadre, et en particulier Tromelin, celui qui est cassé le premier, ou démissionné le premier, est quelqu'un qui, depuis le début, s'est très mal entendu avec Suffren et lui a fait toutes les crasses possibles et imaginables. La réciproque est d'ailleurs vraie. Et il semble qu'une des clés de cette animosité, c'est que Suffren reprochait aux marins qui étaient depuis des années à l'île de France de ne pas s'intéresser finalement aux intérêts supérieurs de la France, mais beaucoup plus au commerce. C'était des gens qui s'étaient lancés dans les affaires commerciales et au fond qui n'étaient pas du tout contents d'aller combattre en Inde parce qu'ils voulaient rester sur place pour gérer leurs affaires, ce qui scandalisait Suffren. Bon. Ils sont remplacés par des gens dont je ne connais pas le pédigré, hein, pour 3 d'entre eux. En tout cas, Suffren, petit à petit, met l'escadre à sa main en éliminant tous les gens qui contestent son autorité. Et on en vient à la deuxième phase et à la phase positive, le moment où on voit émerger un véritable esprit d'équipage et même au-delà un esprit d'escadre qui va permettre la victoire. Cela se joue sans doute pendant l'hivernage en novembre-décembre 1782. La côte du Coromandel, qui est une côte ouverte sans rade, n'est pas adaptée pour un hivernage et donc la flotte britannique repart à Bombay pendant l'hiver. Et quant à Suffren, il estime difficile de mouiller à Trincomalee parce qu'il attend des renforts, il veut une zone sécurisée pour ça. Et donc il va mouiller à Achem, à l'extrémité occidentale de l'Indonésie actuelle, qui est un comptoir hollandais, donc là, donc allié, mais qui pose un problème spécifique, c'est que le sultan d'Achem
est ce qu'on appellerait aujourd'hui un islamiste radical. Alors ça pose un tout petit problème, c'est que là on a 12 bâtiments, donc ça fait beaucoup de monde, quelques milliers de bonshommes qui n'ont pas vu une femme depuis assez longtemps, voilà, donc qui attendent les escales avec une certaine impatience, et le seul problème c'est que s'ils descendent à H&M et qu'ils commencent à s'intéresser de trop près au local, les islamistes vont pas être tellement contents. Bon, donc ça veut dire que Suffren va devoir consigner ses équipages à bord. Hein. Alors on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, on sait que ça a été assez difficile, mais on sait aussi qu'il a été peu regardant sur la discipline. Voilà. Sauf qu'il ne fallait pas que les gens descendent à terre. Hein. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il s'est mis les équipages dans la poche, en n'embêtant pas tout le monde avec des corvées inutiles, etc., hein, en essayant de concevoir cette période-là comme une remise en condition, et aussi en faisant des efforts logistiques pour que les gens soient bien nourris, bien soignés. Alors ça, c'est une des caractéristiques de Suffren, et c'est assez propre aux gens qui ont été formés à l'ordre de Malte, qui à l'origine était un ordre hospitalier, c'est qu'il a un souci très grand de la santé des équipages. Et une des raisons pour lesquelles il est très populaire chez les matelots, c'est que les matelots savent qu'en embarquant avec Suffren, ils auront un moindre taux de perte par maladie qu'avec d'autres chefs, parce qu'il est très très attentif aux aspects donc alimentation, santé, hygiène, etc. Bon. Donc cet hivernage est un moment où Suffren recrée, disons, le lien de confiance et en s'occupant bien de ses équipages. Et puis cet hivernage va être très court parce que Suffren veut prendre la mer le plus tôt possible avant que les Anglais soient revenus de Bombay. Et pourquoi est-ce qu'il veut prendre la mer le plus tôt possible? Parce que il a quand même de gros problèmes logistiques, et pour se fournir non seulement en vivres, mais aussi tout simplement en argent frais pour acheter des vivres à la côte, en matériel, en mâts de rechange, etc., eh bien, il n'a qu'une solution, c'est la guerre de course. C'est en fait attaquer le commerce anglais, hein, et dépouiller un maximum de bâtiments anglais. Hein. Et donc, il appareille tôt, et au moment où l'escadre anglaise est toujours à Bombay, donc ne peut pas protéger le commerce, et il va faire une véritable razzia dans le golfe du Bengale, et se fournir tout ce qui lui manque comme ça. Ça, c'est intéressant du point de vue aussi du rapport avec les équipages, parce que les officiers bleus se spécialisaient souvent dans la lutte contre le commerce. C'était des gens du commerce, et c'était des gens qui, en temps de guerre, donnaient la chasse au commerce adverse. Tâche qui était méprisée par les officiers rouges. L'officier rouge considérait que la seule tâche navale noble, c'était le grand combat naval, hein, le combat d'escadre. La guerre de course, c'était pas bien considéré, alors qu'en fait, ça nécessitait un sens tactique, une détermination très grande, de commandement plus indépendant aussi, et ça a permis à Suffren de faire monter toute une génération de jeunes lieutenants de vaisseaux issus des Bleus, en quelque sorte, très entreprenants, hein, dont on va voir qu'ils vont jouer ensuite un rôle important. Et puis, d'autre part, en croisant devant les côtes du Coromandel, il réaffirme l'alliance avec Hyder Ali. Hein. Alors, Hyder Ali est mort, c'est son fils qui a pris la relève, peu importe, mais en tout cas, en étant présent, il montre qu'il n'oublie pas son alliance avec les Indiens contre les Anglais. Hein. Et puis, alors qu'il relâche à Trincomalee, il apprend que Gondelour, la place qu'il avait conquise dès le début de son arrivée en Inde, eh bien, est assiégée par les Anglais, à la fois par terre et maintenant par mer, puisque l'escadre anglaise, on est déjà à l'été, est revenue de Bombay, bien sûr. Et là, il comprend qu'il doit intervenir tout de suite pour sauver Gondelour. Et il va réunir ses capitaines, et il va leur tenir un discours très significatif. L'état critique où se trouvent les affaires du roi exige que nous travaillions tous de concert. Loin de nous toute mésintelligence capable de nuire au bien de la chose. Donc, évidemment, c'est une manière de faire allusion à tout ce qui s'est passé au cours des mois précédents, hein, et de dire, bon, on passe l'éponge et maintenant on n'a plus qu'un objectif, c'est le service, le bien du service. Montrons que l'honneur d'être français vaut bien l'avantage dont se prévaut l'ennemi, donc un appel à une cause qui transcende les différences d'origine, bretons, provençaux, rouges, bleus, maltais, on s'en fiche. Hein. Et enfin, l'armée est perdue si nous n'allons à son secours. Donner un but commun, et là c'est plus seulement l'esprit d'équipage ou l'esprit d'escadre, c'est l'esprit interarmé, puisque c'est la marine qui vole au secours de l'armée qui va être battue si Suffren n'intervient pas. Donc des motivations très puissantes pour achever de créer un état d'esprit qui va permettre la victoire. Alors, il se trouve à ce moment-là en infériorité numérique. Il a 15 vaisseaux, il a reçu quelques renforts, mais les Anglais en ont 18. Hein. Il a 15 vaisseaux et une frégate. Alors, il imagine un plan, que vous voyez ici, dans lequel
Plan très original dans lequel une bonne partie de ces vaisseaux vont se tenir hors de portée, prêts à intervenir contre la ligne anglaise, mais hors de portée de la ligne anglaise, ce qui lui permettra une concentration sur la queue de la ligne. L'idée étant que cette concentration permettra de désemparer 3 ou 4 navires anglais et donc de rétablir la parité numérique et ensuite de se battre à égalité. Seulement, de nouveau, c'est un plan complexe pour une escadre qui manque d'entraînement malgré tout, dont les bateaux sont extrêmement fatigués parce qu'on est quand même là au bout de plus de 2 ans de campagne. Donc voilà. Et au tout dernier moment, Suffren va avoir la sagesse d'abandonner ce plan trop complexe pour un plan parfaitement classique de combat en ligne, même s'il a l'infériorité pour ce combat en ligne. Et au fond, ce combat en ligne va donner enfin la victoire. Alors, une victoire qui a été contestée parce qu'on a dit qu'il n'a coulé aucun navire anglais. C'est absurde. La bataille navale du XVIIIe siècle ne vise pas à couler des navires parce que c'est très difficile. Elle vise à les désemparer, à les empêcher d'agir contre la terre ou d'agir contre un convoi marchand. Bon. C'est ce qui s'est passé à Gondelour. Suffren a nettement dominé par son mordant les Anglais dans cette bataille. Les Anglais ont dû évacuer le terrain, c'est-à-dire lever le siège de Gondelour, et par conséquent, la France a gardé sa base. Détail intéressant, si vous regardez le tableau de la bataille de Gondelour, vous voyez sur la gauche de la ligne française, identifiée par ses pavillons blancs, un petit navire. Ce petit navire, c'est celui depuis lequel Suffren commande. Suffren, c'était un fonceur, c'était un cogneur. Il était toujours sur son bateau, engagé au plus près de l'ennemi. Et donc, il pouvait difficilement coordonner l'action de l'escadre. C'était le côté individualiste du chevalier de Malte. Et bien là, il a enfin compris qu'il fallait suivre les instructions officielles, qu'il fallait mettre ses bateaux en ligne parce que c'était peut-être pas génial tactiquement, mais au moins ça avait le mérite de l'action d'ensemble, c'était simple, et que lui, il fallait qu'il se tienne non pas au feu, mais derrière la ligne pour remonter et descendre la ligne et donner ses ordres au bon moment. Donc ça a été un sacrifice qu'il a fait à son instinct profond qui était d'aller toujours au combat, mais un sacrifice au fond qui a contribué à cette victoire tactique qui est une victoire stratégique puisqu'elle sauve Gondelour, et surtout quelques jours après, on apprend que les préliminaires de paix sont engagés en Europe depuis des mois. Et donc, l'armistice intervient, et c'est la fin de la guerre. Et cette guerre est gagnée, et l'escadre Suffren y a grandement contribué, parce que l'extrême mordant que Suffren a déployé en océan Indien a fixé énormément de bâtiments britanniques dans l'océan Indien, au bénéfice du théâtre principal, qui a permis l'indépendance des États-Unis. Alors, pour parler de l'héritage de Suffren, on constate quoi? On constate que parmi les grands marins de la période révolutionnaire et impériale, et aussi d'ailleurs de la Restauration, beaucoup d'entre eux sont issus de la campagne des Indes. Et je vous disais tout à l'heure, c'est au moment où il a lancé la guerre de course pour approvisionner son escadre qu'il a fait monter de jeunes talents. On regarde là, la première ligne, ce sont des grands amiraux, quelques-uns des grands amiraux de l'époque impériale. On trouve 2 Bretons, Rosily et Bouvet fils, le fils de celui qui avait été démissionné, mais qui lui était proche de Suffren. On voit que d'ailleurs il n'y a pas de favoritisme occitan ou provençal ou languedocien, puisque en fait là, il y a beaucoup de ces gens-là sont des Bretons. Gantôme, pardonnez-moi, il y a Rosily et Bouvet qui sont des Bretons, Gantôme et Joyeuse qui sont des Provençaux, des Languedociens. Donc ça, ce sont des grands amiraux de l'époque impériale. Et puis, Laville-Jégu. Alors lui, il n'a pas eu un grand rôle de marin, il est devenu maire de Rennes, mais il a un rôle important parce qu'il écrit l'histoire de la campagne des Indes à la gloire de Suffren, même s'il le critique parfois à juste titre. Et Laville-Jégu, c'est un officier bleu, mais c'est un breton, on voit bien qu'il a de l'admiration pour le provençal Suffren. Et d'autre part, il y a Barbier de la Serre, qui lui ne va pas être un grand amiral à l'époque napoléonienne, tout simplement parce qu'il est contre la Révolution française, donc il a émigré, donc il n'a pas combattu pendant cette période-là, mais il va devenir le premier chef de l'école royale de marine sous la Restauration, et il écrit un bouquin qui est remarquable, essai historique et critique sur la marine de France, où il analyse très bien les problèmes stratégiques, politiques, sociologiques de la marine française, et pour lui, le modèle, c'est Suffren. Donc, Suffren a laissé vraiment un héritage très grand autour de lui. Alors, je voudrais en revenir maintenant aux équipages. Les équipages, c'est le drame parce qu'on en entend peu parler, ils écrivent pas beaucoup, donc on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais on sait ce qu'ils sont devenus par tradition orale, et les équipages provençaux de Suffren, ils ont laissé une trace dans la mémoire, dans les légendes orales, et on la retrouve quelques décennies après, lorsque Frédéric Mistral, qui lance son entreprise de rénovation de la langue provençale, publie son poème Mireille. Et dans ce poème, dès le chant 1,
il y a une évocation du bailli de Suffren. Mistral est né en 1830, donc il a pu connaître encore des gens qui avaient connu le bailli de Suffren. Et c'est très significatif, le texte provençal que je vous traduis, il dit le bailli de Suffren qui commande sur mer, au port de Toulon a donné signal, nous partons de Toulon 500 provençaux, et ça se finit par les vers suivants, c'est un martégal qui, à la veillée, a écrit cette chanson en tendant ses filets. Donc, un pêcheur qui se souvient de Suffren. Pourquoi il s'en souvient? Mais parce qu'il a embarqué avec lui, à la campagne des Indes. Donc l'ancrage populaire de Suffren est resté très fort. Autre exemple qui montre cet ancrage très fort dans la conscience, dans la mémoire des descendants des matelots de Suffren, en 1866, on inaugure la statue de Suffren à Saint-Tropez. Je vous rappelle qu'il était marquis de Saint-Tropez. Et cette cérémonie, c'est une cérémonie qui est nationale parce que la statue a été offerte par Napoléon III, qui est navale parce que l'escadre de Méditerranée participe à la cérémonie, mais qui est provençale aussi parce qu'en fait, les gens qui habitent Saint-Tropez sont les descendants des matelots du bailli de Suffren. Et ils vont chanter au pied de cette statue, justement, l'hymne que Frédéric Mistral, en 1859, avait reproduit, donc d'un pêcheur qui se souvenait de Suffren. Et enfin, on ne peut pas couper au santon, puisque je crois que Suffren est le seul marin français à avoir son santon, ce qui montre bien qu'il est resté extrêmement proche dans la mémoire des Provençaux, parce qu'il y avait cette mémoire, encore une fois, de sa sollicitude pour les matelots, de son souci de la santé du matelot, bref, de ce qui est quand même la base de l'esprit d'équipage. Alors, quelle conclusion tirer de cette aventure de Suffren? J'en verrai trois. Première conclusion, l'esprit d'équipage, c'est un terme ambigu parce que c'est un terme qui est positif, mais qui peut être aussi négatif. Quand l'esprit d'équipage de votre équipage vous conduit à être ennemi avec les équipages voisins, l'esprit d'équipage va contre l'esprit d'escadre. Donc, et Suffren, il a eu du mal à s'affranchir d'un certain esprit d'équipage. Il choisissait ses bons hommes à bord, et après il avait du mal à opérer avec d'autres. Bon. C'est le premier point. Deuxième point, la personnalité du chef. Alors évidemment, elle est très importante pour créer un esprit d'équipage. On a dit de Suffren, des gens qui l'ont connu, ont dit tout le monde l'admirait et personne ne l'aimait, parce qu'il était vraiment impossible. Bon. Alors ça pose une question grave parce que les grands chefs de guerre sont des gens qui ont un fort caractère. Les gens qui ont un fort caractère sont souvent difficiles à vivre. Donc l'idéal, ce serait un grand chef de guerre qui soit facile à vivre, mais c'est un petit peu contradictoire. Bon. Donc voilà. Donc Suffren, c'est quelqu'un qui a eu du mal à apprendre à se dominer. On voit que sur la fin de la campagne, il s'assouplit et il parle avec ses officiers. Il n'a jamais eu de problème avec les équipages, mais il a eu toujours des problèmes avec les officiers. Il s'assouplit, il parle avec ses officiers, il se plie aux directives de combat en ligne, il cesse de vouloir innover à tout prix. Il apprend à ne pas combattre en premier rang, mais à faire son travail de chef qui est de commander et pas de combattre lui-même. Il a su évoluer. Un grand chef est un chef qui doit savoir évoluer dans le sens de la création d'un esprit d'équipage. Et le dernier point, évidemment, c'est que l'esprit d'équipage, il se consolide au feu, parce que lorsqu'on a des pertes, on est obligé de réagir et de s'améliorer si on veut survivre, bien sûr. Mais idéalement, il devrait se créer à l'entraînement. Et bien évidemment, un des drames de Suffren, c'est qu'il a hérité d'une escadre trop ample et dont il ne connaissait pas assez les gens pour pouvoir les entraîner en commun en amont de la bataille, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Néanmoins, ça reste évidemment un des très grands chefs de la marine française.